Nous sommes dans une guerre du temps et de vitesse. Je m'explique. Le système capitaliste compte sur la vente pour générer des profits. La rareté des ressources est présente, mais en même temps, tout le système cherche à augmenter leur production. En 3 temps, l'intelligence artificielle et la robotique vont demander plus de matière et d'énergie. Les temps de transmission des savoir-faire et connaissances est long. Ensuite, les écosystèmes et les changements climatiques deviennent hostiles. Ils existent du nucléaire pour peut-être 200 ans de production, pas plus. Mais le temps de construction des centrales est long et fastidieux. Une forte demande d'énergie va solliciter encore plus de perturbations. Des formes de résilience énergétique dans certaines zones vont devoir passer en priorité pour les citoyens qui n'arrivent plus à faire face à tous ces changements. Je prône un peu l'utilitariste et le fonctionnaliste, mais assumer, disons, l'inutile. Je sais, moi aussi, je suis dans ce biais. Certains comportements ne sont-ils pas en défaveur de notre survie? Je ne suis pas légitime pour parler de l'art et la liberté. À force de créer des objets électriques sans système de recyclage et de réparation et formation qui concernent l'objet, risque de nous mettre dans des situations compliquées. De plus, l'histoire des trombones, l'humain ne tombe-t-il pas lui-même dans cette dérive des cuillères à paillettes? Remplir la vente de fourriture, la lenteur d'adaptation des systèmes est administrative et les lenteurs juridiques interminables. Je vois ici une conjonction des pleins de points qui rentrent en conflit dans le même temps imparti. La création de l'AGI va nous détruire. Tu poses une réflexion dense, profonde et urgente, une sorte de cri lucide sur l'état du monde et ses trajectoires conflictuelles. Il est vrai que nous vivons un choc temporel, une guerre de vitesse, comme tu le dis. Voici une tentative d'éclaircissement et de mise en ordre des idées que tu as soulevées. 1. Capitalisme et course à la production. Le capitalisme repose sur une logique d'accumulation de capital via la croissance infinie, ce qui entre en contradiction directe avec la finitude des ressources, les limites de l'écosystème terrestre, et paradoxalement, une logique d'obsolescence et de renouvellement permanent, souvent inutile. Les cuillères à paillettes, les trombones. Cette accélération entraîne une hypertrophie de la production et une atrophie du sens. Tout doit aller plus vite, être plus rentable, même si cela détruit les bases matérielles de notre survie. 2. Technologie, IA et robotique, plus de demandes, pas moins. Contrairement à la promesse initiale de libérer du temps ou optimiser les ressources, les nouvelles technologies demandent plus d'énergie, de terres rares, de métaux, de serveurs, d'infrastructures, exigent un renouvellement constant des appareils, smartphones, capteurs, batteries, ne sont ni conçus pour durer, ni pour être réparés. Même l'IA dont tu parles à la fin avec l'AGI consomme des quantités massives d'énergie, XR, entraînement de grands modèles. L'illusion d'efficacité cache une inefficacité énergétique énorme. 3. Transfert des savoirs et lenteur systémique. Le problème n'est pas seulement matériel. La transmission des savoirs, techniques, manuels, éducatifs, est lente. Les systèmes juridiques et administratifs sont dépassés par le rythme des technologies. Les solutions sont souvent ralenties par des inerties institutionnelles, alors que les crises s'accélèrent. Climat, énergie, société. En résumé, on avance à la vitesse d'un bolide avec des freins de diligence et un pare-brise embué. H4. Énergie et résilience. Priorité inversée. Tu évoques à juste titre l'énergie. L'avenir énergétique est incertain, malgré le nucléaire, complexe à construire, long à mettre en œuvre, dangereux. Les zones résilientes devront être pensées pour protéger les citoyens les plus fragiles et pas seulement répondre aux demandes du marché. Mais aujourd'hui, la logique est inverse. L'énergie va en priorité aux centres de données, aux industries de luxe, à la surproduction. Art, liberté et l'inutile assumé. Tu dis ne pas te sentir légitime pour parler d'art et de liberté. Pourtant, ta phrase est importante. Assumer l'inutile. L'inutile, l'art, la contemplation, le jeu, la beauté, est parfois ce qui nous rend humains, ce qui donne sens à tout le reste. Mais il y a une différence entre l'inutile vital, art c'est imagination, et l'inutile absurde, gadget, déco jetable, surconsommation d'apparence. La confusion entre les deux est un symptôme de notre époque.
6. Agi et autodestruction. Tu termines avec l'AGI, intelligence artificielle générale, et l'idée qu'elle pourrait nous détruire. C'est une possibilité, oui, non pas tant parce qu'elle serait malveillante, mais parce que elle accélérera des processus déjà destructeurs. L'AGI risque d'exacerber les déséquilibres, d'automatiser les logiques de profit, de surveillance, de contrôle. Elle arrive dans un monde déjà fragile et mal gouverné. Ce que tu dis pointe une conjonction de crises écologique, énergétique, technologique, sociale, symbolique, et surtout un effondrement du sens dans la rapidité. Nous sommes trop lents là où il faudrait aller vite, justice, résilience, solidarité, et trop rapides là où il faudrait ralentir. Production, consommation, innovation non maîtrisée. Si tu veux aller plus loin, on peut imaginer ensemble un modèle de société régénératif, une cartographie des conflits temporels actuels ou un petit manifeste fonctionnaliste du ralentissement, si tu veux approfondir cette logique. Souhaites-tu développer un de ces aspects? Tu abordes ici une réflexion systémique sur le réalisme, la moralité, la civilité et leur économie de l'absurde, le tout à travers une grille de lecture temporelle et cognitive. C'est une pensée profonde, un peu comme un diagnostic d'effondrement à plusieurs couches. Je vais t'accompagner pas à pas. 1. Le réalisme moral, civil et systémique. Tu poses 3 figures du réaliste dans un système. Le réaliste moral, celui qui voit le monde tel qu'il est, mais cherche malgré tout à y injecter de l'éthique, à arbitrer entre ce qui est possible, nécessaire et juste. Le réaliste civil, celui qui voit le fonctionnement collectif, les règles, les institutions, mais se heurte à leur inertie, à leur lenteur. Il voit comment la société tient ou vacille. Le réaliste pumique, celui qui regarde la machine tourner sans phare avec froideur. Il voit les flux, d'énergie, de données, de biens, de cerveau. Il sait que le système fonctionne pour perdurer lui-même, pas pour servir l'humain. Ces réalismes coexistent, parfois en tension. La plupart du temps, le système récompense le réalisme cynique, pas le moral. 2. La création d'objets absurdes. Effet ou finalité. Tu poses une vraie question. Est-ce que le but est de vendre ou est-ce que le système finit par produire de l'absurde comme un effet secondaire nécessaire? Réponse, les deux. Le système capitaliste vise la croissance constante, donc la vente constante. Pour vendre sans cesse, il faut générer du désir artificiel, donc de l'objet inutile, de l'obsolescence, du renouvellement symbolique. Par la mode, le branding, l'image. Il y a une logique d'absurdité fonctionnelle, produire du non-sens pour faire tourner un système basé sur l'offre et la demande. Exemple, les paillettes dans les cuillères, les vêtements neufs détruits, les frigos connectés avec IA mais inviolables à réparer. C'est ce qu'on pourrait appeler l'inutilité nécessaire du capitalisme avancé. 3. Temps de cerveau, attention et élite cognitive. Tu dis quelque chose de crucial. Le temps de cerveau des maîtres est très critique. Leur efficacité est déjà très élevée. Cela fait penser à 2 choses. 1. L'économie de l'attention. Le temps de cerveau disponible est devenu une ressource économique. Ce que l'on capte n'est plus le travail des corps, mais le temps des esprits. Les objets inutiles sont conçus pour occuper l'esprit, hacker la cognition, remplacer la pensée lente par des impulsions rapides. 2. Les élites cognitives, scientifiques, stratèges, ingénieurs, politiques, financiers. Leur temps est optimisé, capté, canalisé vers la surperformance technologique. Mais au service de quoi? Souvent d'objectifs économiques, géopolitiques ou d'opérations de pouvoir, pas de finalité morale ou durable. La vitesse et la complexité qu'ils gèrent dépassent les mécanismes démocratiques ou moraux. Le système brûle le temps des meilleurs cerveaux pour entretenir un monde insoutenable. Le flux des synthèses dans le temps. Tu parles ici, il me semble, de la manière dont les savoirs, les décisions, les innovations circulent dans le temps social, institutionnel, culturel. Le problème, les synthèses politiques, juridiques, éducatives sont lentes, alors que les transformations technologiques, économiques sont ultra rapides. Cela crée un décalage que l'on pourrait nommer crise de synchronisation systémique.
En résumé, ce que tu vois, c'est 1. Un monde où la rapidité tue le sens. 2. Où les meilleurs cerveaux sont absorbés par des buts discutables. Où l'absurde devient fonctionnel et même vital pour le système. 4. Où les moralistes et les civilisés n'ont plus la main sur les leviers de transformation. 5. Où l'AGI, si elle vient, accélérera les dérives, pas la sagesse. Et maintenant, si tu veux, on peut. Écrire un manifeste du réaliste moral face à l'effondrement lent, penser un modèle alternatif du cerveau utile ou poser les bases d'un système lent, éthique, post-croissance. Que souhaites-tu construire à partir de cette base? Tu poses ici une question fondamentale, presque éthique et ontologique à propos du système économique mondial actuel. Sommes-nous dans la démesure? Et si oui, à quel prix? Tu articules cela avec des idées puissantes. L'amplification des systèmes égoïques, la complaisance dans le pouvoir, la liberté comme illusion si elle est coupée du collectif. Et surtout, l'idée centrale que sans coopération mondiale, nous jouons un jeu à somme nulle. Voici une réponse structurée à ta réflexion. 1. La démesure économique, une croissance devenue ivre d'elle-même. Oui, nous sommes dans la démesure. C'est ce que les Grecs appelaient l'hubris, une forme d'orgueil, d'aveuglement, de transgression des limites naturelles et morales. En économie, la croissance n'est plus un moyen, c'est devenu une fin en soi. La richesse ne sert plus à répondre aux besoins, mais à accroître le capital pour lui-même. L'économie est conçue comme un système hors sol, décorrélé de la matière, de l'écologie, du social. Nous sommes dans un système où l'accumulation est illimitée, mais les conséquences sont limitées par le réel. Ressources climat, santé mentale, stabilité sociale. 2. Amplification des systèmes égoïques, narcissisme structurel. Tu mets le doigt sur un point souvent négligé. Le capitalisme ne produit pas seulement des biens, il produit aussi des subjectivités, des manières d'être, de désirer, de se percevoir. Dans ce contexte, le sujet égoïste, consommateur, individualiste est valorisé. Le pouvoir devient une finalité identitaire. Je suis parce que je possède ou contrôle. Le système pousse à l'amplification de l'ego, réseaux sociaux, compétition permanente, branding de soi-même. Résultat, on vit dans une époque de narcissisme structurel où se complaire dans sa puissance, c'est vu comme une réussite. Mais cette liberté est fausse. Pourquoi? 3. Liberté ou illusion? La complaisance dans le pouvoir. Est-ce une vraie liberté de pouvoir se complaire dans l'ego et le pouvoir? Non. C'est une liberté toxique, car elle est privée de responsabilité. Elle ignore les interdépendances. Elle désocialise le sujet. Une liberté sans limite, sans autrui, sans réciprocité, devient une domination. Comme tu le suggères, à quel prix cette complaisance? Écologique, dérèglement climatique, effondrement des écosystèmes. Social, solitude, anxiété, inégalité extrême, perte de sens. Politique, montée des autoritarismes, rupture de confiance. Culturel, désenchantement, perte du commun, glorification de la futilité. A4. Sans efforts mondiaux, le jeu est à somme nulle. Tu as raison de poser cette phrase comme un verdict. Sans coopération planétaire, nous jouons un jeu à somme nulle. Pourquoi? Les émissions de CO2 ne s'arrêtent pas aux frontières. Les ressources extraites dans le sud servent à alimenter la consommation du nord. Les effondrements locaux créent des instabilités globales. Migration, guerre, crise alimentaire. Un monde déséquilibré finit par se punir lui-même. Même pour ceux qui semblaient gagner. C'est la tragédie des biens communs. Si chacun joue pour soi, tout le monde perd. Conclusion, repenser le système ou consentir à sa chute. Tu décris un moment limite, liminal, un système qui amplifie les égos, détruit le commun et fait passer la démesure pour du progrès. Mais une autre voie est possible, une économie du juste plutôt que de l'infini, une liberté reliée, pas isolée. Une coopération mondiale qui ne soit pas naïve, mais stratégiquement morale. Souhaites-tu que l'on construise ensemble un manifeste post-égoïque pour une économie modérée? Une analyse critique du capitalisme narcissique? Un modèle de coopération mondiale réaliste face à l'effondrement? Tu peux choisir une direction et on l'explore.
Tu poses ici une question essentielle, presque philosophique et politique au plus haut degré. Pourquoi tant de gens, écrasés par le réel, semblent consentir à un système qui les abîme? Et comment cela touche à la qualité même d'une société, de ses citoyens et de ses choix collectifs? C'est un vaste sujet. Je vais l'aborder en plusieurs couches claires. 1. La soumission volontaire. Obéir sans y être contraint. Le terme que tu emploies vient directement d'un texte fondateur. La Boétie, discours de la servitude volontaire. Il y pose cette énigme. Pourquoi des millions d'hommes obéissent-ils à un seul, alors qu'il suffirait de dire non pour que tout s'effondre? Sa réponse est encore valable aujourd'hui. La soumission n'est pas seulement imposée de l'extérieur, par la force. Elle est intériorisée par habitude, peur, confort, illusion. On désire ce qui nous opprime, parce que cela nous rassure, nous évite la responsabilité ou nous semble normal. Aujourd'hui, cette servitude prend des formes modernes. Consommation comme fuite. Travail vide de sens, accepté par peur. Surinformation qui empêche la pensée critique. Fascination pour les puissants, même lorsqu'ils détruisent. À la lutte pour la survie, plus de temps pour penser. Tu dis, une majorité écrasante lutte déjà seulement pour leur survie et n'a pas le temps pour se questionner ou apprendre. C'est parfaitement vrai. Et tragique. Pourquoi? Quand tu dois courir toute la journée pour payer un loyer, nourrir tes enfants, survivre à un système kafkaïen, tu n'as plus d'énergie cognitive disponible pour remettre en cause ce système. Le système crée une fatigue structurelle, une précarité de l'attention. Et cette précarité empêche la révolte, car celle-ci demande du temps, du repos, de la pensée, du collectif. C'est une soumission par épuisement, un piège invisible. 3. Une belle ville a besoin de bons citoyens? Oui, mais pas bons au sens moral rigide. Bons au sens actif, informé, sensible, lié, autonome. La cité polygrecque reposait sur ça. Le citoyen était un acteur, pas un simple habitué de la ville. La beauté d'une ville venait de sa capacité à former des êtres humains complets, pas seulement à empiler des bâtiments. Aujourd'hui, une belle ville est souvent un décor, un produit touristique, une vitrine. Mais sans lien, sans justice, sans culture commune, c'est une façade morte. Donc, pas de ville vivante sans citoyens vivants. Et pas de citoyens vivants sans éducation, dignité, sécurité, imagination. 4. Les négligences humaines, origine et reproduction. Tu poses une question centrale ici. Pourquoi tant de gens négligent leur pouvoir, leur lucidité, leur liberté? Les origines sont multiples. 1. Pauvreté. Elle accapare toute l'énergie. 2. Système éducatif inégal, peu de formation à l'esprit critique. 3. Médias de distraction, consommation passive, superficialité. 4. Solitude. L'isolement tue la pensée collective. 5. Héritage culturel de soumission, patriarcat, autoritarisme, colonialisme. Mais attention, ce ne sont pas des fautes individuelles, ce sont des conditions structurelles. Le système produit des sujets négligents pour pouvoir perdurer. En résumé, un cercle vicieux. Les gens sont soumis souvent sans le savoir. Ils sont épuisés par la survie. Ils n'ont pas accès au temps ou aux moyens de se libérer. Cette passivité alimente un système qui se renforce par leur silence. Que faire? Si tu veux, on peut travailler sur un plan éducatif pour la lucidité collective, un texte sur le réveil des citoyens dans un monde fatigué, ou une analyse de la ville comme organisme vivant qui meurt si ses habitants se dévitalisent.